Bonsoir, bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Ciné 3000. On va parler, hein, aujourd'hui du dernier film de Chloé Zhao, Hamnet. Tell me a story, What story would you like? something that moves you. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. Angleterre, 1580, un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will, entre parenthèses Shakespeare, tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple autrefois profondément uni vacille, mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Le film explore donc de manière fictive le deuil d'Agnès et William Shakespeare. Pour ce qui est de la réalisatrice, donc comme on l'a dit, c'est Chloé Zhao et elle adapte le roman de Maggie O'Farrell, une Irlandaise, et c'est le 5e long métrage de Zhao après Les Éternels qu'elle a fait pour Marvel, ou encore son plus connu, Nomadland, qu'il a fait connaître en 2020 et qui a eu le Lion d'Or et l'Oscar du meilleur film. Le film Hamnet, il est sorti le 21 janvier 2026, donc assez récemment. Pour ce qui est du budget, il a un budget estimé à 30 millions. Et pour ce qui est du box-office, pour l'instant, nous n'avons que le box-office US et le film est à 18 millions de recettes pour le dollar. Et on attend de voir le box-office France parce qu'on parle quand même beaucoup de ce film. Pour ce qui est des actings, le film il est tenu par Jessie Buckley et Paul Mescal dans les rôles principaux. Et pour les distinctions, le film a déjà reçu un Golden Globe pour le meilleur film dramatique et la meilleure actrice dans un film dramatique pour Jessie Buckley. Et pour les Oscars de 2026, il est en lice pour meilleur film, meilleure réal, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur décor, meilleur costume et meilleure musique. Voilà pour le contexte. Et je note aussi peut-être préciser les acteurs enfants, notamment celui qui joue le rôle d'Hamnet qui c'est rare de noter, mais des enfants qui jouent aussi Jacobi Joop. bien Jacob ouais, Kovičić, ouais. qui jouent aussi Je bien la comédie, c'est assez rare à noter et absolument impressionnant, hein. On en parlera, je pense, un peu plus, en détail tout à l'heure, dans la partie acting. Mais du coup, si, on fait un petit résumé chacun, un tout petit résumé de qu'est-ce que vous avez pensé du film? On commence avec, bah, vas-y Nico, tu qu'à commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de Hamnet? Écoutez, moi j'ai, beaucoup aimé, adoré même, en sortant, ça faisait longtemps que j'avais pas pris, bah, une claque pareille, je dirais pas ça, mais c'est un film qui va me rester longtemps, je pense et au début, j'étais un peu dithyrambique en sortant, c'est un peu redescendu là, mais non, c'est un très, très beau film sur, plein de choses et ça parle, du deuil, mais surtout de comment on surmonte le deuil et surtout de, ce qui fait de nous des humains. Parfait. À toi Jules, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est un bon film, très bien tenu, très bonne narration. Chloé Zhao, elle met l'histoire au service de ses plans et inversement. Très bon travail des couleurs, super musique, même si je trouve que le film tire un peu trop vers le pathos pour nous faire le tire-larme, mais ça dit beaucoup de choses sur le deuil, l'art, le sens de la vie, le sens de la famille. Et aussi, je trouve ça, très bien que Hollywood, produise encore ce genre de films. C'est quand même un film d'auteur, mais avec une production hollywoodienne. Je vais utiliser le même de Martin Scorsese, Absolute Cinéma. Je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, pour ça qu'on va au ciné, pour des films comme ça, qui t'emportent et que tu que tu gardes avec toi, les jours, suivants. Donc grand film, super film. Bon, il y a des choses à redire, il y a quelques petits éléments qui m'ont un peu déplu, puis on va commencer, on va rentrer dans les détails du film. Donc on va commencer par l'acting. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par l'acting ou par le scénario, les gars? Acting, parce que c'est ce qui prend toute la place, je trouve. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Jessie Buckley, elle éteint tous les acteurs à côté d'elle dans le plan. Elle est à un niveau, de performance, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Elle subjugue, tous les plans, elle sait tout jouer, une intensité, on comprend tout, pas besoin de c'est une femme de peu de paroles, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un jouer comme ça et j'espère qu'elle va tout rafler. Et Paul Mescal, lui, il fait du Paul. Moi, j'aime moyennement cet acteur. Là, il est bien dans son rôle et aussi bluffé, comme on a dit tout à l'heure, par Jacobi Joop, qui joue, Hamnet. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un enfant aussi bien joué. Ouais, ouais, ouais. Après, je enfin,
Moi, je trouve que l'acting, ouais, je fais vite parce que moi, j'ai absolument rien à dire. Je trouve que tout le monde est au diapason. Je trouve pas qu'il y ait quelqu'un qui se dénote plus que quelqu'un d'autre. Alors effectivement, Jessie est beaucoup mis en avant parce qu'au final, c'est surtout, je pense, son histoire et celle de d'Hamnet. Shakespeare, c'est leur histoire à tous les 2, mais ça vient plus sur la fin. Justement, tu comprends, donc c'est ouais, bah, l'histoire du deuil, mais niveau acting, moi, je trouve que tout le monde est exceptionnel. Il y en a pas, il y a personne qui dénote, quoi. Tout le monde est très bon et Je suis aussi de ton avis, Nico. Je trouve que ouais, tout le monde est bon, mais quand même, je trouve que alors tout le monde est très, très bon, c'est vrai que, Jessie Buckley est impressionnante. Moi, j'adore Paul Mescal et je trouve qu'il est toujours, bon dans tous ses films, notamment celui-là, même Aftersun, que j'avais adoré, ah, je le trouve Aftersun, impressionnant. incroyable. Incroyable, ouais, Son un de chef-d'œuvre, mes Gladiator 2, attends. ah, il faut bien faire des mauvais films, faut bien remplir le compte en banque. Tu peux pas faire que des films indés toute ta vie, quoi. Mais oui, ouais, Gladiator, décevant, mais sinon, sur ce film-là, moi, c'est vraiment Jacoby Joop, donc c'est que l'enfant qui joue Hamnet. Ça m'a vraiment impressionné, surtout une scène, moi, qui m'a beaucoup, surprise, enfin, qui m'a beaucoup, que j'ai vraiment, trouvé, très très prenante. C'est, la scène où l'oiseau, enfin pas l'oiseau, l'aigle Le faucon. le faucon de Agnès, meurt et en fait, tu vois cet enfant qui est partagé entre le en fait, tu vois dans son visage qu'il a envie de pleurer, mais qu'il est dans la retenue. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça impressionnant, toutes les scènes avec son père, quand son père, s'en va et que tu vois, toute la tristesse dans son regard. En fait, il y a beaucoup d'émotions dans son regard et je trouvais ça vraiment Non, mais même impressionnant c'est la pour un scène avec enfant. sa sœur, c'est enfin, Ouais, là, quand j'y repense, tu te dis: «Mais le le niveau d'acting où, quand il rejoint sa sœur, là, dans son lit, mais c'est impressionnant». Vraiment, j'ai rarement vu des enfants et aussi bien moi, joués. c'est Je pense que la surtout dernière fois que j'ai été aussi choqué, c'était un film français, c'était, Jusqu'à la garde. C'est Thomas Gioria, du coup, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais qui jouait, du coup, dans Jusqu'à la garde. Si vous avez pas vu le film est vachement bien aussi. mais c'est en fait, c'est surtout, je trouve que là où il est le plus fort, Jacoby Joop, là, c'est justement sur les non-dits. Je trouve que dans les non-dits, il est impressionnant, enfin le non textuel, enfin le non clamé quoi, je le trouve vraiment impressionnant en fait, juste dans son regard, dans ses actes, dans ses gestes et c'est ça qui m'a le plus impressionné, mais sinon ouais, tout le monde est très fort dans le film, Et aussi, du coup, dire merci à Chloé Chao qui a su diriger ses acteurs, parfaitement. Parce que pour faire ressortir, d'un enfant de 8 ans autant de mysticisme, de peur, une intensité moi j'ai trouvé presque adulte dans son jeu, une intensité, comme s'il était porté par quelque chose, il y a tout le mysticisme qui est travaillé avec la nature et les ténèbres et cetera et c'est-à-dire que la réal, elle a su, le faire jouer comme ça, le mettre à l'aise, lui expliquer parce qu'il faut lui expliquer à un enfant, même s'il sait qu'il est acteur, il faut lui dire: «Écoute, là mon petit c'est Hamlet, heu, c'est, heu la pièce, la plus connue de toute l'humanité presque et il va falloir que tu tiennes le truc». on passe sur le scénario? Sur l'histoire en tant que telle? Ouais, sur l'histoire, ce que ça veut dire, sur les thèmes, bah, moi j'avais noté rapidement je m'étais noté en gros: «Le deuil par l'art». Ouais. Mais c'est ce qui traverse le truc, c'est tout ce que tu ne peux pas dire à ton conjoint, que tu n'arrives pas à exprimer, que tu as l'impression d'être détaché, mais en fait tu le mets dans ton art et donc comme je vous ai dit dans le synopsis, c'est un drame qui va amener Shakespeare à écrire, la pièce de théâtre, la plus connue, la plus adaptée au monde et c'est tout ce qu'il n'a pas su dire à sa famille, à sa femme, à ses autres enfants qu'il a pour honorer, ce deuil, il a écrit cette pièce, magistrale et moi, c'est ça, je trouve, qui transperce le plus dans le film et ça le en transperce d'autant plus que Shakespeare est très peu présent. William Shakespeare est très peu présent dans le film, on est surtout sur sa femme, mais il y a une sorte d'ombre qui plane, théâtrale là-dessus et c'est ça qui était assez intéressant de pas trop s'attarder sur lui, en fait. Bah, justement, moi j'en profite, vu que tu parles de ça, c'est un peu un point qui m'a dérangé moi, c'est, justement ce truc de, c'est sa femme qui s'occupe de ses enfants, c'est elle qui vit plus le deuil parce que enfin, c'est elle qui va vivre la dureté du décès de Hamnet et en fait, tu as un peu ce truc de: «Ouais, mais le grand artiste, le grand génie, lui était à sa tâche à écrire la plus grande pièce de l'histoire» et au final, du coup, c'est compréhensible. On comprend qu'il a laissé sa femme, seule, tu vois? Et ça m'a alors j'ai adoré le film et ça, je me suis dit: «Bon,
c'est un peu dommage, quoi, parce que je trouve que le rôle de la femme est important dans le film et même tu aurais pu un peu plus creuser dans ce sens-là en disant: «Mais regardez, en fait, toutes ces femmes qui décèdent, à cette époque-là juste pour enfanter et pour réaliser ce désir de l'enfant», tu vois? C'est ça qui est intéressant, c'est que, on te le montre dès le début. Pour moi, justement, c'est pas cet écueil-là du grand artiste qui, lui, a géré son deuil, je sais pas, d'une manière c'est pour moi, c'est pas une contraposée, quoi, qui est mis là. C'est qu'on te le montre très bien. C'est que William, dès le début, c'est, du coup, bah, un gars qui, même il adore enfin, il est amoureux de sa femme, il aime ses enfants, il aime sa famille. C'est quelqu'un qui est pas entier si il peut pas exprimer ce qu'il a au fond de lui et que, lui a besoin de plus et ce que Agnès comprend aussi, tu vois? Elle lui dit, elle lui en veut jamais de partir ou quoi que ce soit, elle lui fait jamais de reproches jusqu'au moment où, effectivement, tu as Hamnet qui décède, où là, elle lui dit, mais parce que, elle est tu vois? Et ouais, même William lui fait jamais ressentir, ou n'a jamais une réaction qui est en contraposé quand elle lui dit: «Mais tu étais pas là». Sous-entendu, si tu avais été là, tu sais pas, tu vois? C'est que ça, c'est une réaction de deuil, de douleur, face, bah, à l'horreur, à l'horreur de perdre un enfant, tu vois? Mais lui, il tank ça parce que je sais pas comment dire, mais pour moi, il y a pas de Et si, il lui pose la question. Il lui dit: «Le seul moment où tu sens qu'il tu vois, qu'il souffre, mais que c'est profondément en lui, il peut pas le sortir», il dit: Je ne sais oui, je jamais sais où il se jamais oui, trouve mais en ce moment». il en veut jamais à sa femme de lui, faire le reproche de pas être là, tu vois? Parce que lui, il sait que alors lui, il lui dit un truc très dur à un moment donné, il lui dit: «Ouais, le monde, s'arrête pas de tourner et tout», tu vois? Ça, c'est hard quand il lui balance ça à la gueule, tu Ouais. vois? Mais c'est que ça montre en fait, c'est juste de montrer aussi la diversité de l'humain, Oui et des sur résolutions de deuil. comment est-ce que tu gères ton deuil, sur Ouais. qu'est-ce qui fait de nous des humains, hem et qu'il y a pas il montre pas qu'il y a pas de bonne façon. Pour moi, le fait que en fait, c'est juste pour moi à la fin tu vois juste Agnès qui comprend, comment, bah et nous enfin que lui, elle comprend le deuil de son mari, elle comprend que non, il en a pas rien à foutre, mais c'est je le vois pas comme montré comme étant, en mode elle avait tort ou elle avait, c'est juste Bah, de en montrer fait, qu'il y a une différence, profonde dans les êtres humains, leur, rapport à la nature, leur rapport à plein de choses. c'est plus dans le sens, au final, tu pardonnes tout parce qu'il a fait une pièce de théâtre, qui, Non. Non, parce qu'elle lui avait déjà pardonné déjà avant quand il partait à Londres. En fait, elle avait déjà compris que son mari était habité par quelque mais chose, jusqu'à la qui les fin, elle lui pardonne dépassait pas, tu tous. vois? À la fin, quand elle est à Londres et que même quand elle va dans le Globe là, enfin le théâtre de Shakespeare, tu vois qu'elle est encore, très énervée après lui, tu vois? Bah, oui, oui, mais évidemment. Et donc elle lui par en fait, tout est pardonné par un grand geste d'art, ce qui est, compréhensible, hein. Mais du coup, je me dis: «C'est dommage en fait Non, d'avoir mais fait, c'est pas pardonner, c'est compris. Je pense que oui, c'est pas pardonner. Elle lui pardonne pas et il y aura des choses, c'est juste qu'elle comprend. Elle comprend elle enfin comprend, oui». pourquoi ce silence, pourquoi cette fuite. Et c'est ça, c'est tout. Et quand elle se retourne et qu'elle voit que les gens où elle a l'impression qu'il a fait une pièce de son histoire qui parle qu'à elle, et elle voit que ça parle à tout le monde. Et c'est là, tu comprends de se dire: «Bah, OK, mais là, en fait, c'est ça, quoi, c'est et être humain, c'est ça», tu vois? En fait, c'est une question de point de vue, parce que dans le film, finalement, on ne suit le point de vue que de Agnès et pas de William. C'est pour ça qu'Habib, tu as ce ressenti-là. On est très peu à Londres avec William, pendant bien 1 heure et demie. On ne le voit jamais travailler à Londres, on est que sur la famille et c'est pour ça que Chloé Zhao, elle a choisi de se mettre du côté, peut-être, par rapport, à son sexe, d'être du côté de la femme, pour une fois et de ne pas être du côté de l'homme et c'est pour ça que ça fait une sensation un peu c'est vrai Mais qu'on est un justement, je peu trouve qu'en brouillé par fait, à rapport à tout la ça. résolution te met pas forcément du côté d'Agnès, tu vois?
Heu, Moi, je trouve que du coup, à la fin, tu te dis: «Bon, bah, en fait, c'était justifié toutes ces absences parce qu'il a créé cette grande pièce» Ah mais OK, c'est marrant et parce que moi, je c'est pas trouve du tout ce que je re ouais, ce que je comprends je de la fin, hein, j'ai mais genre, j'ai trouvé vraiment, ça c'est non, mais bien l'inverse, sûr. quoi. Non, mais la fin ne dit pas enfin, la fin ne dit pas ça texte enfin, c'est pas ce qu'on retient au Ouais, message mais après final, après c'est, si tu l'as lu comme ça, c'est une lecture aussi, hein. Je de oui, me c'est moi je dis, je vis-à-vis de moi, je c'est pas du tout comme ça que je l'ai lu, mais c'est une lecture comme enfin, tu je as le droit de pense l'avoir ressenti que comme ça, hein, c'est pas oui, non, mais bien sûr, mais je pense que juste mmh. la lecture finale, voulue par Chloé Zhao, c'est, l'art, permet de t'aider à surmonter des épreuves comme le deuil et chacun vit son deuil comme il le peut, tu vois? Je pense que c'est ça le message que Chloé Zhao veut apporter. Mais c'est juste que exactement, c'est juste que quand tu regardes un peu à côté, quand tu te mets un peu à côté de ce message principal, tu vois un peu bah, Agnès, elle est toute seule tout le film et au final, lui, il est célébré à la fin alors qu'elle, elle a eu beaucoup de difficultés, pendant, les 3/4 de de l'œuvre, tu vois? Ouais, mais en soi, elle est célébrée en dehors du film par nous, les spectateurs, tu vois ce que je veux dire? Nous, on a vu ce qu'elle a subi et ça n'enlève rien au Bien grandiose sûr. de la fin et de la pièce qu'il a produit. Dans la diégèse du film, personne ne voit vraiment ce qu'elle fait, mais nous, on le voit et je pense que c'est ça le plus important, c'est que Mais le là, je sais pas, spectateur, en fait, mais c'est marrant, mais parce que moi, je trouve justement que par le prisme qu'elle prend et par ce qu'elle dit justement, elle la fin, c'est justement, c'est de dire: «Moi, je pose pas de jugement sur, ces 2 personnes qui s'aiment, qui ont voulu faire une famille, mais qui ont des, des choses radicalement, qui sont des personnes aussi radicalement peut-être différentes». est-ce qu'on peut noter, pour parler de tout ça, le travail des couleurs qui est fait, bon, je pense que vous l'avez vu aussi, mais, Moi, c'est le plus la bleu, le musique. Moi, rouge. j'ai justement sur la musique, je qui m'a marqué. Mais j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'effectivement, oui, il y avait un gros travail sur la couleur que j'avoue, là, moi, je suis passé à côté. Mais c'est plus sur la musique où je me suis arrêté, où, toute la musique qui entoure Agnès est très organique, qui vient de la forêt, sans instruments, des trucs un peu très bruts. Et en fait, j'ai l'impression, alors je suis pas sûr, hein, mais que la première fois où tu entends de la musique, on va dire plus, je mets des grosses guillemets, mais humaine, avec des instruments en tant que tels, très reconnaissables, c'est à partir du moment où après le décès de d'Hamnet, quand tu commences à voir William à Londres, et ben là, tu commences à avoir des trucs avec des violons, des choses comme ça, un peu comme pour, montrer aussi cette dichotomie, et de montrer, aussi par la musique, qui est aussi un art, tu vois? Je sais pas, mais ça je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que la première fois que tu entends de la musique avec des instruments très, très reconnaissables, et beaucoup plus, classiques, on va dire. Et toi, tu voulais dire quoi du coup, Jules, sur les couleurs? Non, mais on peut continuer sur la musique, on fera les couleurs après en transition avec la réal, mais, la musique de Max Richter, On the Nature of Daylight, elle s'appelle. Moi, ça m'a fait tiquer parce que j'avais déjà entendu cette musique quelque part, dans un film de Denis Villeneuve, Arrival et en fait, c'est une musique qui est plutôt réutilisée Ah la musique de fin? et oui, que je trouve Oui, bah, elle magnifique, est mais utilisée aussi que dans l'épisode 3, de The Last of Us, voilà, ouais. elle est pas mal utilisée et elle a ce côté, tire-larme qui m'a un peu dérangé. Je me suis presque dit en voyant la scène de fin qui est vraiment magistrale, ça c'est une magnifique scène de fin. Je je me suis dit: «Est-ce qu'elle aurait pas été encore plus forte sans musique?» mais peut-être que c'était pas assez hollywoodien de faire, une fin sans musique. Là, ça m'a ému, j'ai été très ému, mais est-ce que c'est pas le violon de Max Richter qui m'a plus ému, plus que la scène en elle-même? Je me suis posé la question sur l'utilisation de la musique, parce qu'en fait, ça reste Hollywood, donc il faut envoyer quand même un peu de pathos. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, cette musique finale? Moi, j'avoue que alors je suis peut-être à Mmh, côté de la plaque, mais bah, je me souviens plus trop de la musique finale. Ah ouais, tu sais, cette montée un peu en Ouais, puissance je avec le me violon qui revient. un truc comme ça. ouais, j'avoue, Voilà, c'est ça. j'ai pas prêté plus attention que ça à la musique. Nico le très bien. Mais, Bah, c'est bah, c'est ça qui te fait, moi ça continuait c'est enfin, c'est beau. dans mon analyse de la musique, où j'ai eu à la fin, j'étais en mode: «Mais oui, c'est ça», mais maintenant je suis plus sûr, faut que je revoie le film, je suis pas sûr de mon délire. Parce que pour moi, il y a vraiment une dichotomie dans la musique à partir du moment où tu vois, je William, à Londres qui change et qui devient du coup, Il devient Shakespeare, en fait. bah, qui devient en fait, pour moi, qui accompagne le propos de l'art, dans la, dans le,
dans l'incompréhension de la vie et dans tout ça, qui vient, donner un sens à enfin, nous donner un sens à tout ça, en tout cas le sens qu'on essaie de donner à tout ça. Là où Agnès, elle est beaucoup plus naturelle en relation avec la nature, qui accepte un peu ce non-sens aussi en donnant des explications, mais Et de toute façon, au début du film, Agnès, elle est introduite directement dans la nature. Enfin, on voit qu'il y a il y il a y a une une caverne. Alors je me suis dit: opposition, «Est-ce que oui. c'est une allégorie de la caverne?» Genre elle est sortie de la caverne, le truc de Platon, parce qu'elle est vraiment à l'extérieur d'un trou qui va vers le fond du sol, Et et c'est tout, fort possible, hein. et je me suis dit: «Oh ouais, c'est sûr que c'est ça», mais j'ai essayé de taper un peu ça et j'ai pas regardé. Parce que vu qu'elle est en communion avec la nature, elle est sortie un peu de cette réalité, elle accepte un peu, tu vois, tout, J'aurais dit mais plus, tu vois, une déesse qui sort de la nature enfin, une déesse de la nature qui sortirait par ouais, mais là, elle tu le vois? dit aussi à un moment donné avec, les femmes qui sortent, de la forêt, les femmes de la Oui, famille qui voilà. sortent de la forêt. Un peu ce lieu qui aurait enfanté, Agnès, quoi. Et ça rejoint le travail des couleurs qui Agnès, c'est la seule qui est en rouge de tout le film. Rouge qui pète par rapport au vert profond de la forêt et le bleu de William. Après, je sais pas si vous avez remarqué, leurs enfants, c'est un peu, leurs vêtements, c'est un peu une composite des 2 avec, l'aîné qui est un peu plus du père, donc qui est un peu plus du bleu, du gris. La jeune fille, qui est un peu plus le côté Juliette. orange, un peu ce mélange. Voilà, Judith et l'évolution des couleurs, je trouve ça assez intéressant sur le film sur, ce que les personnages traversent. Par exemple, quand Hamnet, meurt, Jessie Buckley, après Agnès, elle est vêtue d'une robe marron. Elle a perdu toute couleur, toute pulsion de vie. Après, dans la dernière scène, sa robe et elle remet cette robe rouge comme pour réactiver l'amour qu'elle a pour William et c'est assez classique comme mise en scène et comme travail de l'image, mais ça fait des trucs inconscients chez nous, et c'est assez fort. Au global, le film est très classique. Enfin, il y a pas de il est plutôt classique, Et plutôt, encore, très moi je trouve que Et c'est c'est du c'est très l'un bon des premiers classique. films qui traite de cette époque, de cette manière où j'ai pas l'impression, je sais pas, il y a un je par la réal de Chloé Zhao, tu vois, il y a un truc où, parce que moi généralement les films d'époque, j'ai beaucoup de mal avec, tu vois? Je sais pas pourquoi. Bon mais là, parce que je pense que c'est juste une histoire d'amour et une histoire de 2 êtres et ça a une signification qui est un peu où tu sens qu'en fait l'époque, on s'en bat un peu les couilles, tu vois? Enfin, Oui, c'est transposable à la c'est nôtre. transposable à la nôtre, mais trait pour trait, quoi. Tu changes les décors, tu changes, ça fonctionne aussi. Mais oui, Nico, je suis d'accord et C'est ça, c'est que moi j'ai pas trouvé que, j'ai trouvé que c'était assez, ouais, très, anachronique? C'est comme ça le mot, oui, mais peut-être? mais cet anachronisme, il est pas dérangeant parce que en faisant ça, elle montre également à tout le monde, elle rappelle à tout le monde que Shakespeare, il a écrit des choses il y a, plein de siècles et en fait, c'est toujours valable aujourd'hui. Donc c'est ce côté moderne qui est dans sa réalisation, dans son histoire, ça nous fait montrer que même si l'enveloppe, elle paraît, du XVIe siècle, bah, au final, c'est une histoire, c'est pour ça que ça nous a tous touchés. ça montre aussi que le deuil, que tu l'aies vécu il y a 3 siècles ou aujourd'hui, c'est tout le temps les mêmes, tu vis tout le temps la même chose au final, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler de la scène finale parce qu'on en a pas vraiment parlé? Est-ce que dans les si on s'attaque à la réalisation et qu'on fait les plans qui nous ont marqués, bah, on peut les faire de manière chronologique? Comme ça, on refait une passe un peu sur le film. Je sais pas ce que vous en pensez? Bah, Ouais, Je si sais vous pas voulez. si vous vous rappelez à quand est-ce qu'étaient les plans qui vous ont marqué à peu Bah, moi, près? ça va être très simple. Un des plans qui m'a marqué, c'est le plan du début, effectivement. Donc, la vision sur la nature, sur les arbres, la caméra, elle part comme ça avant de descendre sur Agnès, du coup, qui dort, dans la forêt à côté de ce trou-là. Moi, j'y ai vu, ouais, vraiment, cette espèce de sortie, effectivement, bah, enfantée, du coup, de la forêt, tout simplement. Puis, je te dis, moi, ça m'a fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon, un peu. Tu sais que ça va parler de l'homme, juste avec ce plan, tu sais de quoi ça va parler, en fait, le film. Ça va parler de cette relation avec la nature, qu'est-ce qu'on est au milieu de ça. Pour les plans du début, moi, qui m'ont marqué, c'est pas un plan spécifique, mais c'est plusieurs plans qui reviennent. Je sais pas si vous avez fait attention au début. C'est le surcadrage qu'il y a sur, Shakespeare tout le début du film. À chaque fois, le personnage de William, il est constamment en surcadrage. Enfin, tu sais, il est enfermé par des éléments du décor, en plus du cadre de la caméra. Donc ça fait le cadre dans le cadre et je me suis dit que j'ai ressenti ça comme, son art qui est réfréné un peu par la situation familiale et sa situation géographique. Comme on a dit,
en étant proche de la nature, il n'arrive peut-être pas à créer, donc il est enfermé et c'est pas encore le Shakespeare, tel qu'on le connaît, mais on sent que ça va arriver et on sent qu'il faut qu'il sorte de ce surcadrage et en fait, il est toujours encadré soit par son lit, soit par la fenêtre, soit par les poutres de la maison et c'est là aussi que même si le film, moi, c'est pas mon film préféré de l'année, mais c'est là où on voit que quand même, Chloé, elle a quand même beaucoup pensé à sa mise en scène et c'est quand tu montres comme ton personnage, il est au début du film, il est bloqué par une situation, et il se débloque en fait en allant à Londres. Déjà, si je parle un peu de réalisation, je trouve que, la réalisation est super, hein, mais je trouve qu'il y a rien de enfin, c'est très, 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 académique. Il y a Ah rien oui, c'est de classique. c'est très classique, très académique et je trouve qu'il y a pas d'envolée jusqu'à la fin qui, pour le coup, dénote beaucoup avec le reste du film. En même temps, quand tu adaptes, Hamlet, oui, moi ça me dérange pas que ce soit classique, mais si c'est bien fait, c'est pas grave. Oui, bah, c'est très bien fait, c'est très, très, très classique et je trouve que c'est bien fait, hein, mais j'avoue que la réalisation m'a pas emporté à part à la fin, moi ça m'a pas emporté plus que ça. Le plan d'accouchement quand elle va dans la forêt et tu as cette caméra là sur travelling qui avance à son rythme et tu vois Agnès qui est en retard, qui ensuite est en avance. Justement là, moi je trouve ce plan il est vraiment cool, tu vois? Un peu ce truc de dire, bah, la vie elle avance, enfin ça arrive quoi, tu vois? En mode, tu pas le choix, tu vois? Par contre, il y a des les plans, je les trouve magnifiques, le plan de la mère qui accouche, enfin ce plan m'a beaucoup marqué, mais tu sais le gros plan sur, la mère qui perd son fils. Je sais plus si on en est là dans l'histoire du film, Oui, oui. Qui mais, la accouche mère ou qui qui perd perd? la mère qui non, Tu veux qui dire perd son fils et qui crie Hamnet? et ouais, qui perd Hamnet et qui crie, tu vois? Et tu un gros plan sur elle qui crie, mais elle a un cri un peu en silence. Enfin, ce Ouais, plan-là, ouais. je l'ai trouvé en fait, d'être aussi proche d'elle dans cette douleur, j'ai trouvé ça intéressant Ouais et et justement moi vraiment beau. ouais et je suis d'accord avec toi, je prolonge là-dessus justement et je trouve que c'est pour ça que, moi là, je reviens sur ce que vous avez dit avant. Vous le trouvez où le pathos? Parce que justement, moi j'ai trouvé que dans ces scènes-là, c'est pas du tout pathos. Justement la mort d'Hamnet, elle est dure, il y a pas de musique, il y a rien. Moi, c'est pas ce moment-là que j'ai trouvé pathos, OK. OK, heu, OK. c'est plus, des moments où, on revoit l'enfant, enfin Hamnet, de l'autre côté en gros, qui se retourne ou des choses un peu comme ça, j'ai trouvé ça un peu tire-larme et je me suis dit: «Bon». Puis d'ailleurs, j'en profite vite fait, le Vas-y, silence vas-y. après le décès d'Hamnet et ce cri, waouh! Ouais, 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 La non mais s c'est la salle était mais silencieuse quoi, enfin il y avait mais c'est enfin tu rare de voir sentais tu La des sentais la sidération. pression. Ouais, la sidération et puis tu sais l'émotion qui pesait sur la salle quoi. J'ai trouvé ça vraiment fou et c'est pour ça que c'est trop bien d'aller au cinéma. Pour, revenir sur, Nilo avait parlé, donc ce plan d'accouchement, moi aussi je l'avais noté en plan marquant parce que ce qui m'a fait tiquer sur ce plan, c'est que Chloé, elle fait un plan zénital, donc vraiment la caméra est presque au niveau du soleil et avec cette robe rouge sur le fond vert, je trouvais ça étrange parce que je sais pas si vous vous rappelez dans la 1re partie du film, on voit beaucoup la nature, comme on a dit et on la voit presque que en contre-plongée, comme si à échelle humaine qui regarde les arbres et là, c'est, le seul plan de forêt où en fait la caméra elle est en hauteur et elle filme vers le bas et moi ce plan il m'a un peu dérangé, il a un côté, comme s'il y a quelque chose de supérieur à tout ça et ça faisait presque comme une sorte d'épée de Damoclès parce que en filmant d'en haut cet accouchement, dans la forêt, c'est comme si ça annonce la tragédie à venir et je sais pas si vous vous rappelez dans ce plan, on voit aussi le trou à côté, le trou de l'arbre et ce même trou qui moi je ça représente soit la caverne de Platon ou ça peut représenter les ténèbres et en plus ce trou, il fera partie du décor final qu'on verra après et c'est un trou que William quand il passe devant, il regarde et il est mal à l'aise et ce plan zénital, en fait, moi j'ai trouvé toi, Nilo, tu disais c'était plus la vie qui avance, il faut, enfanter, la vie suit son cours. Moi, il m'a un peu angoissé parce que ce lent, travelling zénital, en plongée sur l'accouchement, ça à partir de là, moi, je me suis dit: «OK, tout va aller mal» et Ah mais après je pense que tout est allé mal. ça tu parles toi du plan je pense juste après. Moi c'est vraiment le plan quand elle est dans la forêt et juste qu'elle va à cet endroit-là et vraiment tu sais, en travelling qui continue d'avancer et elle Ouais n'arrive et ben, pas ouais, c'est le plan après où elle accouche, à côté de ouais l'arbre. voilà c'est ça, toi tu sais mais celui-là aussi est enfin tous les plans enfin tout ce moment de l'accouchement Ouais. c'est Et fou. pour revenir aussi sur le plan de séparation comme tu en parlais, moi aussi il m'a marqué cette sorte de grand angle, qui donne un côté, bah, comme on a dit moderne, au film et qui fait qu'il peut se transposer. C'était un peu bizarre de voir du grand angle,
donc perspective très écrasée et un peu presque fisheye dans un film d'époque. Mais je pense qu'elle a fait exprès un peu pour nous sortir du truc et ce grand angle qui permet de voir les 2 faces opposées de la maison, donc on peut voir le père et le fils qui se séparent et il y a un sorte de et je me suis dit: «Il y a une sorte d'étrangeté du quotidien dans le plan». C'est une séparation normale entre le père et le fils, le fils repart à la maison, le père va au travail. Mais le grand angle, moi, il m'a fait tiquer. Je me suis dit: «Mais attends, pourquoi elle a fait ça?» C'est bizarre et c'est après où j'ai compris, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, c'est la dernière fois où ils se voient» et le fait que le grand angle permet de voir William se retourner voir son fils alors qu'il est déjà parti, là aussi, ça m'a mis une deuxième couche, je me suis dit: «OK, bon là, on est foutu». En fait, c'est surtout que tu en fait, quand tu as cette vision-là, tu écrases l'angle et en fait, tu vois plus l'angle de la maison et du coup, en fait, tu as plus de séparation entre les 2. Et justement, je pense aussi le truc et moi, que tu comprends aussi, c'est de te dire que bon, même si ils se voient pas, ils sont pas ensemble, eh beh, ils sont quand même ensemble dans le plan, donc ils restent ensemble même, tu vois? C'est qu'il est touj ils sont toujours ensemble, même quand ils se voient plus ou je pense qu'il y a un peu aussi, ça qui a voulu être mis dans le plan. Au-delà d'effectivement, c'est le dernier plan où, ils interagissent et que, Ouais, l'écrasement de la perspective permet de oui, bah et à la fin, il a écrit une pièce pour son fils, donc il sera toujours avec lui et surtout, en plus, je pense qu'elle s'est fait un petit délire, la réal. Celui qui joue Ahmed sur scène, dans la vraie vie, c'est le frère de Jacobi Joop. C'est Noah Joop. mais j'ai trouvé les plans très beaux, sur, quand il hésite du coup à tu vois, à se donner la mort, à se suicider. Hem, les plans sur la lune, les plans sur l'eau là, où il est à la limite, il est dans le noir, il arrive à la limite du ponton et juste avec le reflet de la lune sur l'eau, ça les démarque et tout. J'ai trouvé le plan, et la lumière du coup magnifique. Tu le vois qu'il est vraiment sur le fil. Moi, il y a un plan, le plan du mariage, j'avais tr le plan du mariage où tu as Paul Mescal qui se retourne. Je sais pas, j'ai trouvé ça magnifique dans cette église à peine illuminée avec, quelques bougies par-ci par-là, lui au milieu du plan, qui attend et puis grand sourire qui la regarde. J'ai trouvé ça vraiment beau, très central, enfin tout est très symétrique et pareil, il est encore dans un cadre à ce moment-là, Jules, j'ai trouvé ce plan magnifique. Je sais pas pourquoi celui-là, mais je trouvais ça, son sourire à Paul Mescal, vraiment Ouais. magnifique. Mais après, quand ils sont ensemble dans le lit, à baldaquin, ils sont encadrés aussi, mais ils sont ensemble, Ouais. donc c'est moins grave. Ouais, sur du coup la fin Oui, que je pense tout le monde, a aimé, en tout cas elle est grandiose. Heu, magistral, ouais. ouais, est-ce qu'un plan vous a marqué? Finalement, tous les plans, je sais pas comment dire, mais enfin non, moi, les plans sur le public, voilà, c'est ça, c'est les plans qui m'ont le Ouais, plus marqué. moi le plan, j'en parlais avec, ma copine, c'est peut-être le plan effectivement, moi j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quand tu vois, Agnès qui se retourne et qui regarde les gens et que en fait et c'est là où elle comprend que, c'est pas qu'elle et c'est pas pour elle, enfin, c'est pas pour elle qu'il a écrit ça ou même s'il l'a fait aussi, mais que ça touche, bah, que ça montre ce que c'est que l'art, quoi. Je trouve que juste ce plan-là, une fois que tu as vu le film, tu comprends beaucoup de choses, quoi. Moi, c'est le plan, où tu as, Hamlet pardon qui est au sol et où tu as, justement encore un plan la caméra elle est, un plan zénithal où la caméra est au-dessus et tu vois toutes les mains arriver vers lui. Moi, j'ai trouvé ce plan magnifique. Ouais, j'ai trouvé vraiment ce plan, ça m'a je l'ai trou alors lui, pour le coup, je l'ai trouvé plus original que le reste du film parce que, on a vraiment quelque chose qui sort de l'ordre enfin, qui sort du réel même. Je trouve toutes ces mains qui arrivent comme ça sur lui, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et c'est pour moi un des plans du film et je pense que ça sera un des plans qui restera, c'est un plan qui restera. Et j'aime bien le fait qu'elle montre que parce qu'on sait bien que les spectateurs de l'époque, quand ils allaient au théâtre, c'était quand même pour jeter des tomates, se foutre de la gueule des gens et qu'en fait, que dans la diégèse du film, les spectateurs se rendent compte qu'ils sont en train de voir un chef-d'œuvre et qu'ils pourraient crier, ils réagissent mais ils sont dans le respect total de l'œuvre parce qu'ils sentent et le film nous fait ressentir ça, qu'ils sont en train de voir quelque chose qu'ils ont jamais vu et comme si, comme les premières personnes qui ont vu le cinéma en 1895, ils sont allés aux premières séances et il y a un peu ce truc de ça, c'est eux aussi ils sont sidérés alors que enfin on sait bien
Les les exemples qu'on a de l'époque, c'est plus, le peut-être le vaudeville ou le théâtre où tu peux vite crier sur les acteurs, les gens ils parlent et là tout le monde se tait et ça, c'est ça aussi qui fait le truc magistral, c'est que ce soit les gens, tu vois? Bon là, il y a tout, hein, il y a le clergé, la noblesse, le tiers état, de l'époque, des Anglais, mais tous ces gens, ils sont ensemble pour voir ce deuil et ça touche tout le monde et ça, je trouvais ça beau et ça touche les spectateurs en même temps qui voient le film. Et tu brises la et tu brises le 4e mur, en fait, tu brises la barrière entre la fiction et la fiction et le réel. Et c'est le rapport sur le théâtre et le cinéma, tu le spectacle vivant, là et c'est là où ça fait un peu une fin à la Babylone presque, mais en Oui. moins kitsch. Ça fait une fin où Ouais. tu te dis: «Beh oui, mais c'est ça la vie, c'est pour ça que je suis dans cette salle à cet instant» et c'est là où le film est très bon. Et après, moi, je trouve que c'est là que ça devient aussi un peu tire-larme, c'est quand tu le gamin à la fin qui se retourne, passe, Oui, bon, qui passe le truc, bon. ça reste Hollywood les amis. Mais ça reste très bien, hein, mais bon. C'est vrai que ça aurait pu se terminer juste sur ce plan zénital, ça aurait été fou, tu vois? Mais même, désolé, mais le non-dit, du regard entre, Agnès et William Shakespeare, du coup, magnifique, enfin, beaucoup, la réalisation, je trouve qu'il y a pas mal de non-dits dans cette réalisation et enfin, de non-verbal plutôt que de non-dit, plutôt du non-verbal et je trouve ça magnifique à ce moment-là le regard des 2 et on comprend que chacun a compris, quoi. Surtout que ça fait, elle le dit, ça fait des mois qu'il ne m'a pas donné de nouvelles et là il m'invite à sa pièce. Et il y a pas besoin de mots. Et c'est pour ça, pour revenir sur les couleurs, elle met cette robe rouge parce que c'est un peu le dernier espoir, elle se dit: «Mais qu'est-ce que je vais voir? Est-ce qu'il va me dire quelque chose?» et puis elle passe de, heu, interrogation, après énervement, comment tu peux montrer, notre histoire à tout le monde? Hop, stupéfaction et après compréhension et là, en fait, elle fait toutes les étapes du deuil en une pièce et c'est ça, je trouve, c'est très bien montré aussi. Ouais, la fin est grandiose. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une fin aussi satisfaisante, émouvante, il y a un peu de tout. Ouais, puis tu la vois arriver, tu te dis: «Oui, bon d'accord, ils vont voir», justement, c'est là où tu vois la mise en scène, qui prend le relais, en fait, sur juste ce que tu vas voir, tu vois? Parce que tu dis: «Bon d'accord, ils vont voir la scène». Par les plans, quand elle arrive dans l'endroit, tu sais, avec la caméra en contre-plongée sur, la scène, sur l'endroit où tu es en mode un peu le truc impressionnant. Le fait que, Hamnet ait dit à sa mère qu'un jour il voudrait être acteur et que quand il se battrait en épée, ce soit tellement réaliste que les gens crieraient de peur. C'est ce qui se Ouais, Mmh. passe là. Enfin t et ouais, c'est en fait tout s'imbrique dans cette fin. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, Ah c'est ouais, beh, franchement. tu plus je parle du film, plus je crois je l'aime un peu mieux. Ça c'est vrai, c'est et C'est ça c'est qui est aussi ça bien, Ciné 3000, on revoit les films à la Eh, hausse. voilà. ouais et puis tu sais le fait de laisser du temps aussi au film de Oui, moi je suis pressé oui, de voir oui. dans un an, ce que je penserais du film, tu vois? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur Hamnet et on Ouais. conseille à tout le monde d'aller le voir Oui, 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 ça, c'est un film à évidemment, voir et surtout à voir en salle, mmh, à ouais, revenir. mais je suis effectivement. content parce que Jules, il avait vraiment la flemme de Ah le là Ouais, ouais, voir. là, j'avais ouais, pas ouais. envie, mais moi j'avais capté, je dis: «Mais arrêtez, les gars, vous voulez voir Shakespeare? Oh là là!» Oui, non mais merci Habib, merci d'avoir forcé. Donc rapidement, je me fais ma petite partie Match du Kremlin Ah oui, c'est vrai, allez, régale-nous. parce que moi c'est un film que j'avais envie de voir. J'ai essayé de d'amener les 2 zozos à aller le voir, mais bon, pour des soucis de calendrier, on n'a pas réussi et moi je l'ai vu. Donc rapidement, pour les gens qui l'ont vu, enfin pour les gens qui souhaitent le voir, je vais en parler, 5 minutes, hein, vraiment histoire d'eux. Je vous fais juste le synopsis parce que c'est assez intéressant. Russie, dans les années 1990, l'URSS s'effondre. Dans le tumulte d'un pays en reconstruction, un jeune homme à l'intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D'abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur tsar, Vladimir Poutine. Plongé au cœur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son contrôle. Xenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée possible, loin des logiques d'influence et de domination. 15 ans plus tard, après s'être retiré dans le silence, Baranov accepte de parler. Ce qu'il révèle alors brouille les frontières entre réalité et fiction, conviction et stratégie. L'hommage du Kremlin est une plongée dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une faille. Le film, il est réalisé par Olivier Assayas. Mais en fait, je voulais le voir parce que c'est rare de souligner qu'un réalisateur français, qu'on peut qualifier d'auteur au sens français du terme, qui se retrouve à faire des films, à dimension internationale avec des acteurs comme, Paul Dano, Jude Law ou, Vikander, qui sont là et c'est son 20e film, donc c'est, quelqu'un de 70 ans
Et en fait, il a pris cette tournure internationale, dernièrement avec, The Cuban Network en 2021 avec, Penélope Cruz et Wagner Moura. Et donc là, il adapte le roman éponyme qui a été écrit par, Giuliano da Empoli en 2022. Le film est sorti le 21 janvier 2026 comme Hamnet. Il a un budget de 15 millions d'euros qui est principalement financé par Gaumont. Et à ce jour, le premier jour, il a fait 61 000 entrées, le jour de la sortie, ce qui est encourageant, mais je pense qu'il dépassera pas les 200 000, 300 000 entrées. Donc pour les acteurs, comme je vous l'ai dit, c'est Paul Dano en tant que Vadim Baranov, le conseiller de Poutine. Sa femme Ksenia, c'est Alexandra Vikander. Et Vladimir Poutine est joué par Jude Law, c'est un peu le Camoulox. Et le journaliste américain, il est joué par Jeffrey Wright. Et le film, il était en compète à la Mostra de Venise en 2025, mais il n'a rien eu. Donc moi, j'avais lu le livre en 2022 et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, moi, je vous ai dit, «Allons le voir, ça peut être super». Jude Law en Poutine, ça peut être super et finalement, c'est assez moyen parce qu'en fait, le film, il est comme le livre. Tu suis le narrateur qui mène un entretien donc avec ce journaliste et en fait, la personnalité du journaliste, elle s'efface et tout le long du film, c'est une voix off de Paul Dano qui, pendant 2 heures, te raconte sa vie. Donc en fait, c'est un récit, romanesque au sens pur du terme et avec un narrateur. Et il y a un peu un truc méta que comme Paul Dano dans le film, c'est le communicant de Poutine, il fait le narratif de Poutine, donc il fait rendre Poutine comme un homme de fer et le réal, Assayas, il nous fait le narratif de Vadim Baranov qui s'inspire du livre de Giuliano D'Ampoli. C'est un peu du narratif dans du narratif dans du narratif, du coup on se perd un peu et ça donne une sensation de linéarité qui est j'ai trouvé rendrait le récit plutôt plat, surtout quand tu as lu le livre avant. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé assez classique, mais comme Chloé Zhao, mais dans le sens, linéaire du terme et ça fait un peu une histoire un peu désuète, mais c'est quand même intéressant parce que tu vois toutes les arcanes du pouvoir. C'est cool aussi de voir, un film sur la Russie, on en a pas tellement et et le problème, c'est que juste quand il y a un personnage qui te raconte ton histoire tout du long, en fait, ça te sort de sa psyché, de ce qu'il pense, parce que tu sais tout ce qu'il pense et en fait, tu pas vraiment avec lui. Et dans le livre, tu as un sentiment, d'oppression et de suspicion que tu as, quand tu lis le livre. Tu sens que tout le monde peut te trahir à tout moment, bah, façon, fin de l'URSS, quoi. Et même Poutine dans le livre, il est ultra terrifiant et là, tu perds un peu ce côté, oppressant pour le personnage principal. Même si, je vous conseille le film juste pour Jude Law qui joue Poutine, c'est vraiment bien fait et aussi cette histoire, elle permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là en Ukraine, par exemple. Et il y a des choses qui m'ont dérangé, enfin, il y a des problèmes flagrants de montage et de timing, par exemple sur des personnages qui bougent trop vite dans le plan. Par exemple, tu Paul Dano qui se lève, le plan d'après, il est déjà en train de marcher, mais c'est mal fait, il y a des faux raccords, ça m'a étonné, alors que c'est quand même une grosse production et aussi, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que personne ne parle russe dans tout le film. Il y a pas une phrase qui est dite en russe. Enfin, ils auraient pu au moins faire 50-50, tu sais, al quand il parle avec le journaliste américain, il parle, anglais et quand le reste du temps, il parle russe et surtout des acteurs comme Paul Dano, Jude Law, Alexandra Vikander, c'est le genre d'acteur qui peut se mettre dans un rôle et parler russe. Voilà rapidement pour le match du Kremlin que je conseille, je conseille de lire le livre, voilà. Il a botté en touche. Ouais, j'ai botté en touche. Bon, je crois qu'on a fait le tour là de tous les films. Et merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné 3000. Des bisous tout le monde! Bisous, salut tout le monde.